Tous à la table d'échange aujourd'hui, la réunion du 8 novembre, comment aider les étudiants ayant des besoins particuliers médical ou universitaire en formation à distance. On remercie M. Denis Côté, conseiller au soutien des étudiants en situation de handicap à l'Université TELUC, qui va débuter la rencontre en donnant son point de vue sur le thème en une dizaine de minutes. On vous rappelle que la réunion se termine à 13 h heure de l'Est, mais si le momentum le permet et si les gens sont disponibles, et si Denis est également disponible, on peut continuer. On remercie, bien entendu, Denis, l'équipe technique de l'Université d'Ottawa pour le pont audio, l'équipe de la formation continue pour l'utilisation d'Adobe Connect, nos bailleurs de fonds pour nos ateliers et tables d'échange, Patrimoine Canada et le Secrétariat des relations canadiennes du Québec. On vous rappelle, s'il vous plaît, tout le monde, même si vous croyez l'avoir fait, étoile 6 sur votre clavier téléphonique, c'est très important pour éviter l'écho, pour mettre la sourdine pour le système audio. Si vous voulez prendre la parole en cours de route, sans aucun problème, quart et 6 pour enlever la sourdine, ou utiliser, lever la main via Adobe Connect, ou abuser du clavardage. Alors, une excellente réunion. Je laisse la parole à Michel, l'animateur. Merci beaucoup, Alain. Ben, je vous souhaite à mon tour le bienvenue à cette seconde table d'échange de notre édition 2018-2019. C'est toujours un grand bonheur de vous retrouver, encore une fois pour plusieurs, et de vous accueillir si vous participez pour une première fois, et c'est le cas aujourd'hui avec certains organismes qui s'occupent, entre autres, d'étudiants avec des besoins particuliers. Merci vraiment à tous d'être là pour partager et échanger dans cette rencontre qui est absolument la vôtre. Aujourd'hui, le thème, vous le savez, comment aider les étudiants ayant des besoins particuliers à poursuivre leurs études collégiales ou universitaires en formation à distance. C'est bien sûr un sujet d'intérêt sur lequel il faut se pencher et on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est aussi un sujet qui n'est pas toujours à l'avant-plan de nos préoccupations quotidiennes, même s'il doit en faire partie. Donc, belle occasion, je pense, pour faire un arrêt, pour réfléchir, apprendre et peut-être se mettre, disons, un peu plus à jour. Avec Denis, notamment, en partant, on va pouvoir faire un bon bout de chemin. C'est, je pense, toujours en mettant en commun nos expériences, nos pratiques, nos connaissances, qu'on peut aller le plus loin et c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. C'est sûr qu'on est tous dans nos rôles respectifs des acteurs impliqués en formation, que ce soit à distance, en présentiel ou en mode hybride. Il y a de tout aujourd'hui. Mais pour aider les étudiants ayant des besoins particuliers pour la réussite éducative de tous, il y a des postures à connaître et à adopter, des gestes à poser. C'est ce qui va nous intéresser dans les 50-55 prochaines minutes. À souligner aussi, d'entrée de jeu, les habitudes savent très bien et les nouveaux vont le vivre. Nos tables d'échange sont des lieux de rencontre. Chaque table nous propose de belles opportunités pour nous enrichir individuellement et collectivement. Nous enrichir toujours là, par le partage d'expériences, de points de vue, d'opinions, de pratiques, de solutions. N'hésitez pas à prendre la parole aujourd'hui. On va tous en profiter. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Parce qu'en bout de compte, finalement, ce qu'on veut, c'est comprendre ce qui fonctionne le mieux, voir des solutions et des approches qui sont gagnantes ou encore innovantes. On va peut-être en avoir quelques-unes aujourd'hui. Au début de chacune de nos tables, il y a une courte présentation pour bien lancer les échanges. La rencontre d'aujourd'hui ne fera pas exception, allez le mentionner à l'instant. C'est avec une présentation de M. Denis Côté qu'on va faire un premier état des lieux pour ensuite se pencher sur un certain nombre de conditions gagnantes visant à aider nos étudiants qui ont des besoins particuliers. Nous en discuterons ensuite tous ensemble, voir des pistes de solutions, des façons de bonifier nos pratiques. C'est le but de la rencontre d'aujourd'hui. Dernier point, si je regarde la liste des participants d'aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de sites. Je n'ai pas fait le décompte de ceux qui sont actuellement entrés. On avait 23 ou 24 sites finalement probables. Je vous invite à profiter de cette table pour qu'on puisse s'enrichir d'idées porteuses de succès en fonction de nos responsabilités respectives, où que l'on soit et partout au pays. OK. Je vous le mentionnais à l'instant, nous avons le grand bonheur d'accueillir aujourd'hui à notre table M. Denis Côté. Je vous le présente sans plus attendre. Quelques mots de présentation que j'ai ici. Diplômé de l'UQAC en 1997, il a poursuivi des études continues au deuxième cycle en éducation. Soucieux de favoriser l'intégration et la réussite scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap, ses expériences et intérêts se sont concentrés sur les stratégies d'apprentissage à prioriser pour favoriser le traitement d'informations en contexte d'apprentissage.
Parmi ces réalisations, M. Côté a été chargé de projet pour un référentiel sur les troubles d'apprentissage, de la lecture et de l'écriture au secondaire dans une commission scolaire de Montréal. Il a participé à la conception d'un protocole de dépistage des difficultés d'apprentissage en reconnaissance des acquis au Cégep Marie-Victorin et a également participé à la réécriture d'un guide en soutien à l'apprentissage à l'Université de Montréal. Peut-être que les gens de l'Université de Montréal vont pouvoir nous en parler tantôt. M. Côté œuvre actuellement comme conseiller au soutien aux étudiants en situation de handicap dans un contexte d'études à distance à l'Université TÉLUQ. Sur ces quelques bien courts mots de présentation, Denis, je vous laisse tout l'espace pour les 10 prochaines minutes et un peu plus si vous en avez besoin, parce que j'ai vu votre présentation, elle est touffue, étoffée. Donc, on va essayer d'en tirer le meilleur pour pouvoir partager ensuite, faire du pouce là-dessus. Donc, je vous laisse le micro. Alors, merci beaucoup. Bonjour donc à vous tous. Très heureux de vous rencontrer. D'entrée de jeu, je vous dirais que la TÉLUQ a vécu dans les 2 dernières années un travail important de redéfinition de notre service, des procédures et de l'ensemble de nos outils. Donc, c'est là où ça peut être intéressant pour vous de partager ou ce soit intéressant de partager avec vous tout ce travail qui a été fait dans les 2 dernières années. Donc, une première préoccupation qu'on a vécue ici, c'est passer de l'accessibilité à la réussite par rapport à nos clients ou à nos étudiants en situation de handicap. Préoccupation-là, on l'a tous pour l'ensemble des étudiants, mais plus particulièrement pour les étudiants en situation de handicap. Il a toujours été question de rendre l'environnement accessible, mais au-delà de ça, il faut aussi maintenant les amener à réussir des cours et à avoir un taux de réussite équivalent aux autres étudiants. Élément intéressant que pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le REFAB en 2010 un document que pour ma part, à travers des éléments intéressants, il y a en tout cas quelque chose qui a attiré encore plus mon attention, qui est une recension des différentes plateformes de visioconférence. Donc, je vous amène à aller consulter cet outil-là au besoin. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'un des premiers défis que je voulais exposer à nos discussions, c'est le fait de communiquer, d'établir un lien avec nos étudiants, parce que c'est pas parce qu'on est à distance qu'on n'est pas disponible, et il y a une perception chez l'individu que comme c'est à distance, je suis un peu seul avec moi-même quand je reçois mes outils et tout ça, donc combattre cette perception erronée-là, on a mis en place, nous, entre autres, 4 outils de communication et de rappel pour aller chercher à différents moments, ou rappeler notre existence à différents moments avec les étudiants. Pour ceux qui seraient intéressés à ces outils de communication-là, vous pouvez me contacter en dehors de la réunion d'aujourd'hui, je pourrais en exposer d'autres tantôt, mais on a travaillé sur ce point. Un autre élément intéressant à rappeler pour ceux qui pourraient commencer à s'attarder à cette dynamique, c'est-à-dire qu'il existe des lois qui encadrent notre travail et la principale est de définir qu'est-ce qu'une situation de handicap. C'est toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement des activités courantes. Donc ici, c'est de résoudre les obstacles rencontrés par un individu donné en interaction avec un environnement donné. Donc, il y avait des gens qui se préoccupaient, ce qui a été offert au secondaire, est-ce qu'on l'offre encore? C'est là l'idée d'avoir une analyse de ça, puis une anticipation du fonctionnement de l'individu dans nos plateformes. Prenons par exemple la prise de notes. Nous, à la TÉLUQ, l'individu est vraiment autonome et libre avec lui-même de prendre le temps qu'il veut pour prendre ses notes, de prendre le format qu'il veut. Il n'y a pas ce phénomène-là, nous, chez nous, tant que des gens dans d'autres modèles où ils pourraient avoir un besoin de prise de notes. Donc, c'est toute cette dimension-là. C'est pas parce qu'il faisait quelque chose ailleurs ou qu'il fait quelque chose de comparable ailleurs que c'est à la fois comparable chez nous. Donc, cette idée de bien comprendre ou de bien faire comprendre à l'individu dans quel environnement il va évoluer pour aller trouver ou anticiper les obstacles, c'est un autre des grands défis qui se présentent à nous. Pour ceux qui s'intéressent, vous aurez accès à la présentation. J'ai mis un certain niveau de statistique qui est maintenu à jour par l'Association des conseillers et conseillères aux étudiants en situation du Québec, la FICEJ. Vous avez une référence pour aller plus loin. Je vous ai mis ici un exemple des universités francophones, québécoises, ceci dit.
Et c'est intéressant de voir les proportions là, par rapport aux étudiants. Nos étudiants, nous, à la TELUC, sont sensiblement dans les mêmes proportions. Il n'y a pas de différence significative là, entre les universités présentielles et la TELUC. L'intéressant peut-être là-dedans, c'est que beaucoup d'étudiants, si on prend par exemple du spectre de l'autisme, il y a certainement beaucoup de ces étudiants-là qui performent extrêmement bien dans une formule à distance, et en contrepartie, d'autres, dépendant de leur profil, qui vont avoir d'énormes échecs par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour eux pour déduire les attentes par rapport aux évaluations. Ils vont très bien cheminer dans le cours, mais ils vont échouer de manière significative les évaluations, parce qu'il y a quelque chose là, dans leur rapport au traitement de l'information qui peut empêcher de bien saisir les attentes par rapport aux évaluations. Pour le reste des problématiques, on ne les passera pas ensemble. Il y aurait toutes sortes de petites nuances qui pourraient être apportées là, en fonction de chacun des diagnostics, mais dans l'ensemble, on va plus se rapporter tantôt sur les capacités et les impacts du handicap sur ces capacités-là d'apprentissage que sur le handicap lui-même. Donc, dans ce sens-là, l'accueil et l'analyse des besoins, traditionnellement ou en présentiel, pour différentes raisons, on va se soucier d'abord de ces deux grandes sphères-là, c'est-à-dire toute la dimension des limitations physiques ou liées à la communication pour l'adaptation, habituellement des lieux, mais dans notre cas, ce sera l'adaptation des outils de travail, là, que ce soit des sites Internet, des documents envoyés par la poste, papier, téléchargeables ou non. Il y a différents handicaps qui vont travailler avec des logiciels qui nécessitent une certaine forme de communication, tandis que d'autres vont nécessiter une autre forme. Là. Et on va avoir toute la dimension des ressources personnelles de l'individu, la capacité à s'organiser, à gérer son temps, à s'autoréguler, les habiletés sociales et tous les niveaux d'attention, concentration, donc tous les niveaux d'autonomie. On va avoir des préoccupations sur l'accessibilité, le niveau d'autonomie de l'individu, mais, et ça très souvent, ça va nous amener à avoir des préoccupations sur les accommodements en examen. Pour ceux qui ne connaissent pas l'étude faite par un groupe à l'UQO, à notre avis en tout cas intéressante là, pour donner un peu la proportion des accommodements. Certains seront pas nécessairement applicables dans votre milieu, mais ça donne quand même une image intéressante pour savoir un peu à quoi faire face, dans quelle proportion on fait face à quel ou tel besoin. Mais cette question de l'examen n'est pas, est souvent est très intéressante, mais il ne faut pas uniquement s'attarder à ça, parce que comme j'ai une diapo qui suit, qui le nomme, les études à distance ont deux éléments extrêmement distincts du présentiel, qui est le niveau d'autonomie à la gestion de son apprentissage et la qualité ou les capacités du traitement d'un discours complexe, qu'il soit en lecture ou en écriture, parce qu'en tout cas, pour ce qui est de la TELUC, nous, les cours sont ce qu'on appelle autoportants et chaque cours a un livre de référence avec un accompagnement guidé par les enseignants là, dans la conception de leur cours. Il y a une guidance qui est autour de ça, mais il en reste pas moins que le cœur de l'apprentissage se fait par le traitement d'un langage ou d'un discours complexe, là, soit par écrit ou par vidéo. Donc, ici, on trouvait ça intéressant de ramener les préoccupations également à avoir et prendre le temps d'apprendre. Connaître l'environnement pour apprendre, identifier et traiter l'information et comprendre les attentes pour démontrer ses apprentissages. Au téléphone, chaque semaine, je parle avec des étudiants qui avaient en tout cas une perception de bien comprendre le cours et qui finalement ont des difficultés avec les évaluations. Donc, on a souvent à reprendre ça avec eux et la majorité du temps, je viens à des conclusions avec eux que ça a été cette dimension des attentes par rapport au travail. Certains pièges vont être selon vous, c'est rarement selon vous en réalité. C'est selon ce que vous avez appris, la vraie question qui se cache derrière un selon vous. Donc, il y a différentes nuances comme ça où nos clients, pour des problèmes soit du traitement cognitif, du stress, vont parfois, à un moment donné, prendre une certaine compréhension du vocabulaire qui, finalement, quand on prend le temps d'évaluer cette perception-là avec eux, ils vont se modéliser eux-mêmes, là. Mais dans un moment donné, ils ont malheureusement fait une erreur qui a eu un impact quand même significatif. Donc, ce qui nous amène à amener un troisième volet dans l'analyse et l'accompagnement, c'est-à-dire de se soucier des capacités et des stratégies de gestion de l'information.
Donc, ici, les compétences de l'apprenant. Et là-dessus, il y a un élément très intéressant d'une des recherches sur les références là, vont vous être acheminées, mais il y a eu quand même une étude intéressante sur les 7 compétences de l'apprenant autonome, et ça dans un contexte d'études à distance. Par expérience, je n'en ai pas été efficace à ça, mais ce que je remarque chez les étudiants, c'est exactement les mêmes sphères de préoccupation qu'on a dans l'écologie, dans une approche écologique, là, en direct avec le client, là, c'est exactement aussi les mêmes choses qu'on regarde. Et je pense que chacun a à explorer, à se questionner, est-ce que l'environnement technologique ou technique est vraiment connu du client? Nous, on baigne tellement dedans qu'il nous semble évident, mais en tout cas, pour nous, les clients qu'on rencontre, ça ne l'est pas toujours. Et ça dépend aussi beaucoup de leur expérience d'études, parce que même si le handicap peut venir toucher à sa dimension d'autorégulation, souvent, malheureusement, nos clients vont avoir une estime de soi déjà affaiblie par leurs conditions, puis trop souvent, ils vont mettre tous les problèmes potentiellement attribuables à cette condition-là, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est beaucoup de notre travail également, d'aider l'individu à rééquilibrer sa perception entre, ça c'est une question de manque d'expérience d'études à distance et non pas d'un impact direct de mon handicap, ou sinon, mon manque d'expérience et des défis rencontrés vont venir accentuer quelque chose par rapport soit à ma difficulté de gestion de l'anxiété ou de traitement de l'information. Mais c'est comme un dommage collatéral au manque d'expérience et de connaissance de l'environnement, du mode de fonctionnement. Donc, nous, on va avoir du service en accompagnement, entre autres pour cette question-là. Donc, quand à l'évaluation primaire, on va percevoir que l'individu a peu d'expérience, on va le mettre en contact avec un étudiant qui a fait plusieurs cours à la télé, puis on va l'amener à avoir ces discussions-là de 1 à 2 téléphones par semaine pour justement apprendre ce qui s'apprend par l'expérience. On va lui faire sauver un peu de temps dans ses expériences et profiter de l'expérience d'un autre étudiant pour finalement plus vite peut-être comprendre cet environnement-là. Donc si je reviens à la diapo d'avant, c'est tout le défi, un autre défi par rapport au sujet qu'on explore aujourd'hui, c'est le soutien et la guidance en continu. De notre côté, comme on termine ce travail de 2 ans de restructuration de l'ensemble de nos procédures, on a commencé un projet que je trouve extraordinaire où on va développer des outils d'assistance pour favoriser la réussite, mais qui vont être, on appelle ça du just in time, c'est-à-dire que ce ne sera pas un site que l'étudiant consulte au besoin. Ça va être programmé en fonction de son évolution dans le cours et à certains moments charnières, il va recevoir une information qui l'invite à explorer une stratégie ou une autre pour une raison ou une autre à travers des questionnaires ou des vidéos, mais toujours dans une portion très très petite et ciblée au moment de, par exemple, à la veille à 2 semaines d'un premier examen, il va recevoir un mémo et à 2 semaines suivant l'examen, il va recevoir un autre mémo pour l'encourager à faire une analyse de son expérience. Pour nommer que ces 2 exemples-là, on aura, j'espère, l'occasion de vous revoir sur ce thème d'ici 1 an quand on sera rendu plus loin. Donc, les accommodements, c'est donc une réalité partagée. Même si on a beaucoup discuté de notre rapport, l'implication de l'étudiant est aussi un point de départ nécessaire et important. Et tout au long du processus d'accompagnement qu'on peut lui offrir, il est aussi responsable. Donc, tout le volet de nous appeler après pour dire « Ah, ben là, j'ai échoué, j'ai pas eu mes accommodements, j'étais en situation de handicap. » Bon, mais là, c'est la part de l'étudiant de malheureusement l'avoir signalé ou de ne pas l'avoir signalé, d'avoir signalé partiellement ou totalement. Donc, n'oubliez pas que l'individu a une part de responsabilité. L'analyse des besoins est un autre volet important. L'obligation à la structure facilitante par l'organisme en contrainte excessive est un élément également très important. Mais pour ceux qui ont été en contact avec l'Office des droits de la personne, une contrainte excessive, c'est vraiment une contrainte excessive et non pas la perception d'une contrainte excessive. Prenons par exemple que nous, on ne pourrait pas mettre du temps supplémentaire à un examen en ligne, ben là, il faut trouver une alternative, c'est pas une contrainte excessive. C'est oui très dérangeant pour notre système, probablement, ça nécessite tout un branle-bas de combat avec peut-être plusieurs partenaires, mais c'est pas en soi considéré comme une contrainte excessive.
On va plus être, là, il y a même eu des causes où il y avait une question de déplacement dans un lieu, puis la bibliothèque était à un étage, le jugement a été de déplacer la bibliothèque, que ce n'était pas une contrainte excessive de déplacer une bibliothèque. Donc, juste cet exemple-là, vous parlez qu'une contrainte excessive, il n'y en a pas beaucoup. Et le dernier point très important, tout le volet là, avec nos partenaires académiques, qui est d'avoir un contexte pédagogique flexible et diversifié, et je dirais adaptable. Parce qu'on aura peut-être une fois un besoin particulier, mais il va être quand même là, une fois un cas particulier. Nous, on a eu des étudiants qui, nous, on fait des examens présentiels dans certains cours, puis nous, on a eu des examens médicalement, il y avait une incapacité de déplacement, mais il y avait quand même été capable d'étudier. Le problème, c'était le déplacement, c'était pas la capacité neurologique à étudier. Donc, il a fallu mettre en place tout un protocole particulier pour ces examens-là, mais on y est arrivé. Donc, faire adhérer à l'adaptation et voire même au design universel et la pédagogie inclusive aux divers acteurs impliqués dans la création d'un cours en ligne est également un défi à laquelle nous sommes confrontés. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais explorer avec vous. C'est un sujet, on pourrait en parler des heures et des heures. J'espère vous avoir lancé sur différents défis. Donc, les canaux de communication, rendre l'environnement explicite, toute la dimension de la guidance, prévenir plutôt que de réagir, et toute cette dimension liée aux structures flexibles et adaptables. Donc maintenant, je laisse la parole à nos discussions, vos préoccupations. Oui, allô? Sommes-nous perdus depuis très longtemps? OK. Est-ce que Michel Richer est à l'écoute? Nous avons perdu Michel, semble-t-il. Alain? Denis, est-ce que tu m'entends? Oui, maintenant je vous entends. OK, parfait. Michel, j'ai comme l'impression qu'il va falloir que tu te débranches et te rebranches, Michel Richer. Alors, je vais prendre l'animation en attendant. Il y a Mme Amélie Ouellet du Collège Boréal qui a levé la main. Amélie, la même chose, carré 6 sur votre clavier téléphonique si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour, c'est Collège Boréal. Moi, j'avais une question pour Denis. L'identification des besoins particuliers dans, parce que je suis pas au Québec, je suis en Ontario, quand tu parles d'accommodement ou d'adaptation, est-ce que tu dois avoir un diagnostic ou on parle plutôt d'un étudiant qui identifie qu'il y a une barrière et que vous allez l'adresser avec le même programme que ce que vous utilisez pour les besoins particuliers? Je répondrai à ça que il y a à la fois un oui et à la fois un non à votre question. C'est-à-dire que c'est l'institution qui a les règles générales liées au soutien à l'accommodement. Notre service à nous se spécialise, je dirais, avec les gens avec diagnostic. Alors, c'est là où il faut faire attention. C'est l'organisme, de toute façon, pour les deux volets, c'est l'organisme qui a le devoir d'accommodation, mais c'est à l'organisme aussi de décider de l'organisation de ses services dans ce sens-là. C'est nous, chez nous, quelqu'un qui va, par exemple, avoir un accident de voiture, ne sera plus capable d'écrire d'un point de vue momentané, il fait sa demande directement au secteur des examens. Ce genre de demande-là ne sera pas chez nous nécessairement. Nous, on a, comme la définition le mentionnait au départ de ma présentation, c'est qu'il faut avoir une déficience associée à la limitation. Ça n'empêche pas que quelqu'un sans déficience pourrait vivre une limitation par manque d'expérience, il peut être en attente de diagnostic. Donc, tout ce volet-là de nous, ce qu'on appelle les accommodements temporaires, ben nous, chez nous, on va être peut-être impliqué pour aider à l'analyse du besoin, mais elle ne sera pas nécessairement traitée chez nous. OK. Mais j'ai déjà travaillé dans un cégep où l'organisation était différente et c'est le service particulier qui aussi s'occupait des adaptations temporaires. OK. Puis j'avais une deuxième question. Tantôt, tu as parlé d'accompagnateur ou de mentor ou quelqu'un qui avait plus d'expérience en formation à distance qui suivait un autre étudiant. Ça, est-ce que ces gens-là sont payés par l'université ou ce sont des gens de bénévoles, des champions qui aident aux autres? Les deux modèles peuvent exister. Ici, à la TELUC, présentement,
Pour les étudiants sans handicap, il y a une rémunération, mais comme on a parlé tantôt du projet des outils d'apprentissage, ça colle à ça peut-être un changement là-dessus et on pourrait aller vers un programme bénévole. Encore une fois, dans d'autres institutions, j'ai travaillé. J'ai aussi connu d'autres programmes où les gens étaient payés, mais j'ai aussi connu des programmes où c'était bénévole. OK, merci. Je suis de retour, Michel Richer ici. Je vous entendais, mais ma voix ne sortait plus, je ne sais pas pourquoi. Oui. Voilà. Ça s'appelle un gros rhume. Ah oui, mais quand même. Pas à ce point-là, c'est parce que tout était clair, sauf que vous ne m'entendiez pas. Juste avant d'aller de votre côté de la table dans vos différents sites pour voir quelles sont vos pratiques ou ce qui se passe, ce que vous faites dans ces environnements-là, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur ce que Denis vient nous faire comme belle présentation? Levez la main tout simplement sur Adobe. Il y a Mme Raymond qui a levé la main. Il y a également deux questions dans le clavardage. Michel, je vais commencer peut-être avec la question de Poriana Panayotova, qui est à l'Université Laurentienne. Denis, oui. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'accommodement des dyslexiques? Bien, pour les dyslexiques, on va avoir toute la question là, de leur rendre disponible des outils numériques d'aide à l'assistance à la lecture, là, donc de fournir le matériel adapté en digital. On a une plateforme en ligne où les gens se connectent à un bureau à distance dans laquelle il y a des outils qui leur permettent d'avoir une lecture, d'avoir accès à des outils de lecture assistée. On va avoir également ce qu'on appelle le temps supplémentaire pour gérer ce temps-là d'accès à l'information, parce que le dyslexique, le problème, c'est l'accès à l'information et non pas le traitement de cette information-là. Mais comme l'accès peut s'avérer à être plus long, ben, ils vont vivre malheureusement des besoins de relecture. Donc, on va travailler avec eux, là, avoir une technique là, de lecture rapide pour d'abord avoir un aperçu du texte général avec les outils de lecture assistée. Et parfois, pour la lecture plus approfondie, ils vont devoir quand même surmonter leurs problèmes et lire. Mais là, dépendant de leur niveau, il y en a qui possèdent des pas, mais dans le fond, la préoccupation, c'est l'accès à l'information. Et dans nos contextes à nous, c'est le matériel de cours pour qu'il soit disponible dans une version adaptable ou adaptée pour leurs besoins. Et les évaluations, et prenons par exemple le défi de l'évaluation en ligne du quiz de 30 minutes, faite dans une plateforme X qui n'est pas nécessairement sélectionnable, dans laquelle il faut répondre dans une plateforme, bien là, il va falloir avoir une version autre qu'on envoie par courriel, que l'étudiant doit nous retourner par courriel à un moment donné très précis pour contrôler le temps. Donc, il y a toute cette dimension-là par rapport aux élèves dyslexiques. Avant de passer à Mme Raymond, il y a trois autres questions dans le clavardage. Il y avait Mme Julie Raymond qui avait levé la main. Mme Raymond, vous pouvez prendre la parole. Carré 6 sur votre clavier téléphonique. Oui, bonjour, je m'appelle Julie Raymond. Je suis conseillère pédagogique au Cégep de Rimouski à la formation continue. En fait, je me permets d'intervenir parce que déjà vos idées sont absolument très intéressantes pour nos clientèles. Nous, au collégial, ici au Cégep de Rimouski, je me permets de faire un petit point parce que je pense que ça pourrait intéresser des gens. Oui. On a créé sur la plateforme Moodle la boîte à outils. C'est en fait une série de micro-formations sur différents thèmes qui peuvent améliorer qui peuvent donner différentes stratégies pour les étudiants selon leurs besoins spécifiques. Par exemple, on a une section sur la gestion du temps, la gestion du stress, la schématisation, comment préparer ses examens, la prise de notes, etc. Puis ce sont dans le fond, chaque section est proposée selon les besoins spécifiques de l'étudiant à sa première rencontre avec un conseiller pédagogique ou avec une personne des services adaptés. Puis ça se trouve à être assez interactif. C'est pas seulement du texte sur comment gérer son stress. On a essayé de faire ça très engageant, interactif, en commençant par un petit questionnaire où l'élève s'interroge sur sa propre gestion du stress. Puis après, avec une série de vidéos, d'articles, de conseils, de trucs, de réflexions sur comment est-ce qu'on peut s'aider à gérer le stress, même avec des liens vers des applications téléchargeables, par exemple, pour gérer le stress. On a aussi une section sur le stress économique parce que c'est quelque chose qui est ressorti souvent chez nos étudiants puis qui va affecter malheureusement leur performance. Donc, je me permets de faire ce petit point-là parce que je pense que ça pourrait peut-être être intéressant pour d'autres personnes. Et si jamais ça intéresse quelqu'un, je pourrais peut-être vous faire une petite visite Moodle de ces outils-là.
Madame Raymond, je vous invite à déposer le lien sur le clavardage. Oui, parfait. C'est un lien quand même sécurisé, mais je pense que c'est possible d'avoir un numéro d'accès particulier. Je vais faire mes petites recherches. Très bien, gentil. Bonne journée. C'est une belle piste à examiner, en tout cas, et à partager. Merci. Il y avait 3 questions, effectivement, sur le clavardage. Et ceux et celles qui veulent intervenir de vive voix, n'hésitez pas à lever la main. C'est le but de l'exercice qu'on mène aujourd'hui. Question de Julie Cléré. Comment organisez-vous la rencontre avec l'étudiant pour l'évaluation des besoins et la mise en place des accommodements? L'étudiant doit signer sous point de suspension, vous lui envoyez les documents, il signe, vous les retourne. En tout cas, bref, comment fonctionne cette mécanique de prise de contact-là? Bien, on a, pour amener l'étudiant à remplir, nous, on a un formulaire en ligne, mais pour remplir ce formulaire-là en ligne qui prépare la première rencontre dans laquelle il dépose, il fait un peu un état de la situation de ses besoins, et il dépose des preuves là, de son diagnostic, ou du moins de sa situation de handicap annexée à ça. Et on reçoit ça, et après on prend contact avec lui, soit téléphone, Skype ou en personne à Québec, s'il est de la région de Québec. Mais pour arriver à cette étape-là, on a même 3 prises d'étapes où quand il fait son admission, il peut déjà le signaler. Et on a l'équipe des examens qui sont au courant de cette procédure-là. Et on a aussi tout le secteur de l'encadrement, le secteur académique, là, qui est aussi au courant des procédures qui peuvent le référer à l'étudiant s'il parle de cette situation. Et qui, dans la discussion, ça veut dire qu'ils ne sont pas revenus chez nous, mais ils vont les diriger chez nous. Une fois que le formulaire est rempli, on a une première discussion, et cette première discussion-là se fait parfois en 1, 2 ou 3 temps, dans le sens que dépendant de son expérience par rapport à sa propre situation, parce qu'on va avoir des adultes qui vont faire un retour aux études avec un nouveau diagnostic, eux, on va faire en plusieurs étapes cette analyse-là. Dans le sens qu'on va faire un plan d'intervention qu'on dit temporaire pour quelques semaines, le temps qu'ils reçoivent son cours, qu'ils comprennent l'environnement. Et là, on va être dans un contact plus serré, qu'on va dire, ou plus présent. Et dépendant de ses conclusions, préoccupations et compréhension de ça, on va aboutir finalement à un plan d'intervention qui devra être signé. À 2 moments, on fait signer des autorisations, c'est-à-dire qu'il y a une première autorisation dans le formulaire pour qu'on signe des informations, mais on réaffirme cette intention-là en expliquant qu'est-ce qu'on fait avec l'information, avec un deuxième formulaire de consentement pour l'information, parce qu'on avait des étudiants qui déposaient leur demande et qui finissaient jamais le processus. Donc là, on était comme pris avec des documents qu'on ne savait pas trop si on archivait ou non. Donc, je vous expliquais la restructuration sur 2 ans, là, c'est toutes ces étapes-là aussi qui ont été revues, là. C'est que finalement, avec notre avocate ici, on a fini avec 2 formulaires, là. Par la suite, pour certains, on va avoir une communication un peu en continu où l'étudiant, on va lui demander, quand tu es prêt à déposer ton premier travail, contacte-nous, puis là, on va faire une petite évaluation avec lui de ça. D'autres, ça va être après l'examen, ou d'autres, ça va être dépendant de ce qu'ils vivent, ils sont responsables de nous contacter. Fait qu'on a un peu de tout, ça dépend de l'analyse initiale et de l'expérience de l'individu par rapport à l'école et au milieu universitaire, et en plus à distance. Je me permettrai, Denis, de faire du pouce sur cette question-là. Dans vos questions présentées à la fin de votre PowerPoint, il y a l'avant-dernier point qui concerne les canaux de communication entre les différents partenaires, étudiants inclus. Dans un contexte de formation à distance, qu'est-ce qui est partageable ou qui ne doit pas être partagé avec la personne tutrice, le chargé d'encadrement, bref, ou le prof, mais la personne qui est en lien direct avec l'étudiant dans un contexte de formation à distance toujours? Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne doit pas être fait? Comme on est à distance, et c'est pour ça, entre autres, comme j'expliquais, là, qu'il y a 2 formulaires. C'est-à-dire que le premier formulaire, c'est vraiment juste pour consigner de l'information, et le deuxième formulaire, c'est pour partager de l'information. Donc, nous, on a mis des figures de cas dans la mesure où nous, on a un secteur d'examen qui s'occupe des examens, qui est un secteur à part du secteur académique qui est de notre secteur. Donc, on a 3 secteurs dans lesquels on demande la permission pour partager l'information liée aux accommodements. Et on demande également le diagnostic. Sauf que le diagnostic, il n'est jamais automatiquement livré. Nous, dans nos recommandations d'accommodement, ce qu'on met en ligne qui est accessible aux tuteurs, aux professeurs et ainsi qu'aux gens qui
font l'organisation des examens. Là, maintenant, on a de plus en plus on leur partage des conseils qu'on a donné à l'étudiant pour les aider, dans le fond, éventuellement, avec leur soutien. Prenons, par exemple, les élèves dyslexiques, on va travailler avec eux à faire des synthèses dans un mode audio avec un logiciel particulier. Donc, on trouve ça intéressant que les gens d'encadrement soient au courant de cette recommandation-là pour l'encourager chez l'individu. Donc, que lui rappeler qu'il y a un mode de fonctionnement, puis les fait ces synthèses, à la limite, il pourrait les partager avec son tuteur, ces synthèses, et le tuteur pourrait réagir sur ces synthèses-là. Donc, on commence là, à diffuser de plus en plus d'informations qui sont même liées justement à cette dimension du soutien. Nous, c'est dans un système là, qui est lié à notre gestion de dossier. On a fait ajouter là, j'allais dire un secteur, c'est pas les mots qu'on utilise, mais en tout cas des fonctions là, dans le système qui nous permettent, nous, de sélectionner de l'information qui est mise dans un courriel qui est ensuite automatiquement partagé avec les gens attitrés à l'étudiant. D'autres secteurs vont rendre l'étudiant responsable de partager ces informations-là. Nous, à la télé, on a fait le choix d'être la personne de communication, mais vous pourriez rendre l'étudiant responsable de cette communication-là envers les gens avec qui il est en contact là, au niveau académique. Deux options possibles. OK, merci beaucoup. On irait à une autre question. N'hésitez pas, ceux et ceux qui sont autour de la table, il y a beaucoup de ressources d'universités, de collèges et d'organisations qui s'intéressent particulièrement au sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à lever la main pour partager des pratiques, des pistes d'action, des pistes de solutions. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Là, ne soyez pas gênés, ou comme vous voyez, ça se fait de façon assez conviviale. Une question de Daniel Séjac. Dans le cadre de mes propres études, j'ai constaté que d'emblée, une entraide entre les étudiants s'établit facilement pour soutenir les pairs. Dans un contexte de formation à distance, l'entraide par les pairs ou le soutien par les pairs, ça veut dire quoi dans la situation qui nous occupe aujourd'hui? Mais c'est que nous, c'est des gens, et on a une base nous, pour l'instant, c'est les RH qui s'occupent de ça, là, c'est les ressources humaines, là, parce qu'ils sont rémunérés, mais si on est allé dans une autre plateforme, ça pourrait être un site dans lequel les gens déposent leur intérêt, les cours à laquelle ils ont. On pourrait imaginer là, que ça pourrait être un site là, où les gens intéressés par du soutien nomment les cours à laquelle ils ont performé ou avec lesquels ils pourraient offrir du soutien. Donc là, les gens qui sont demandeurs pourraient voir des listes en fonction là, des cours, avoir des propositions de personnes à contacter. Parce que nous, en tout cas, à la télé, on est asynchrone, donc on n'a pas de groupe qui partent nécessairement. On a quelques cohortes là, dans des petites formations particulières. Elles ne sont pas petites, là, mais c'est peut-être dans la quantité, là, mais la grande majorité, là, nous, il n'y a pas de cohorte qui partent au même moment. Mais ça pourrait quand même exister, qu'elle soit en cohorte ou non. Là, le fait de déposer son nom en fonction d'un code de cours pourrait être une option. Nous, actuellement, comme ils sont rémunérés, on fait une demande aux ressources humaines qui ont monté une base là, en faisant une offre d'emploi là, pour avoir des noms par rapport à ça. Puis quand on manque de personnes, on peut contacter parfois les coordonnateurs de programmes là, qui connaissent une certaine clientèle, mettons, supérieure, qui peuvent, dans le fond, de référer également des noms là, pour tenter d'offrir du soutien à quelqu'un. OK, excellent. Il y a des pistes intéressantes là-dessus, même si, en mode asynchrone, c'est moins évident de regrouper ou de pairer des gens qui peuvent s'entraider les uns les autres, mais les expériences des uns peuvent servir aux autres facilement. Puis je sais qu'il y a des témoignages qui sont faits, qui sont fort appréciés de ceux qui ont besoin d'un coup de pouce ou d'une tape dans le dos. Si vous me permettez, j'aimerais ça continuer aussi que ça fait partie, là, quand on étudie là, sur le processus d'apprentissage, là, le processus d'apprentissage a une très grosse part sociale. Donc, dans les cours asynchrones, cette part-là est vraiment, malheureusement, presque absente. Puis on donnerait des exemples, tu sais, quand tu es en présentiel avec des gens, tu n'as pas compris un truc au prof, tu le demandes à ton voisin, tu vois les prises de notes du côté de l'œil de ton voisin, puis tu vois qu'ils n'ont pas tout à fait rapport avec les tiennes. Donc, il y a quelque chose là qui est pas présent quand c'est asynchrone ou à distance, ce qui fait que ça nous appartient de savoir que l'apprentissage a une part sociale et de pouvoir trouver des alternatives pour compenser cette partie de l'apprentissage. Merci. On irait à une autre question. Je vous réinvite, merci Céline de m'attendre, on va aller à vous dans 2 secondes, le temps de passer la dernière question qui est en attente. Cégep à distance, qui est informé des mesures adaptées pour l'étudiant ayant des accommodements? Le tuteur, oui, l'informe-t-on de quelle façon? Et j'ajouterais à cette question-là un petit complément.
comment prépare-t-on le tuteur, le chargé d'encadrement à réagir correctement? Donc, qui informe les mesures adaptées pour l'étudiant et la personne qui est informée, on la prépare comment, ou est-ce qu'on l'outille pour pouvoir bien réagir? Il y a, chez nous, en tout cas, il y a quelqu'un qui a travaillé sur une formation en ligne pour les gens de l'encadrement. Il n'est pas ici sur autour de la table pour voir ce travail-là, est-ce qu'il est terminé ni en ligne, là. Mais il y a cette préoccupation-là, en tout cas, du secteur de l'encadrement, d'avoir des formations sur l'accompagnement dans laquelle il y avait aussi une préoccupation sur la communication, puis les cas où la communication est difficile, là. De notre côté, on fait chaque année, on a fait une tournée des départements et maintenant chaque nouvel enseignant participe à une formation avec nous où on explique dans le fond notre travail, l'analyse qu'on fait et l'aboutissement des recommandations en expliquant aussi le protocole de communication de ces recommandations-là et la rétroactivité possible de ces accommodements-là. Je donnerai un exemple, là, on peut avoir de rares cas où il va y avoir un traumatisme crânien où pendant un certain temps, on va mettre en place un aide mémoire. Ben, il pourrait y avoir un cours où ça ne se traite pas, du moins on l'a vécu, il y a un cours où les étudiants préparent les questions finales de l'examen. Donc là, l'aide mémoire est comme d'apporter mes réponses avec moi. Donc là, dans ces cas-là, avec les étudiants, on a travaillé autrement, puis cette modalité-là a été changée pour ce cours précis-là. Dans un autre cours, les élèves dyslexiques, par rapport au français, là, qui avait... il était un protocole là, pour des exigences pour la qualité de français, donc on va avoir quand même des élèves dyslexiques qui vont, malgré les accommodements, échouer le test d'admission, donc ils vont devoir faire un cours. Donc dans ce cours-là, on a regardé l'examen final ensemble, là, en collaboration avec le gesteur académique, on a développé un modèle alternatif d'évaluation pour notre clientèle. Donc à ce moment-là, dans les recommandations, maintenant que ça existe, on devient juge de recommander l'application de la version adaptée ou non. Donc, ma réponse est ouverte là, dans le sens qu'il y a une façon d'envoyer l'information technique, que je dirais, mais à l'utilisation de cette information-là, ben nous, on est plus dans un modèle de communication. Je pense que c'est la clé parce que il peut y avoir des formations, bien sûr, mais avec le nombre, je ne suis pas certain que c'est toujours justifié d'avoir une formation qui ne servirait pas pendant plusieurs mois, en tout cas un temps assez long, mais d'avoir une sensibilisation pour être en mesure de pouvoir, à travers une communication, dire il y a tel ou tel élément qui serait à prendre en compte ou à penser ou à considérer. Vous êtes sûrement dans une position pour pouvoir établir ce lien de communication-là ou des gens autour de vous qui seraient utiles pour ceux qui font de l'encadrement, en tout cas, quel qu'il soit, pour qu'ils soient plus sensibles aux spécificités, en fait. On irait... est-ce que j'avais une autre question ici? Non, on irait, excusez-moi, on irait à M. Bélanger du Cégep de Matane. Faire carré 6 pour enlever le sourdine, s'il vous plaît. M. Bélanger, vous êtes là? René, avec la difficulté avec Google Hangout. Il y a quand même beaucoup de questions. Je pense qu'il y en a à peu près 1700 dans le calendrier, Michel. Oui, il y en a d'autres en dessous. J'arrive. Anne, je l'ai dit en même temps qu'à haute voix. Considérez-vous des interventions ou de bonnes pratiques dans la conception du matériel? Bien, nous, à la TELUC, oui, tous les spécialistes du côté là, de l'éducation et de la mise en ligne des cours ont eu accès à des formations là, sur universel à l'apprentissage. Oui, et l'accessibilité aussi universelle pour la création des documents. Donc, nous, de notre côté, les directions ont eu cette préoccupation-là d'assurer une formation auprès de ces gens-là. Puis moi, en plus, par rapport à un autre secteur qui s'occupait des sites et tout ça, on a rencontré une personne qui utilisait des outils particuliers là, par rapport à un problème visuel qui a permis de comprendre comment certaines informations venaient compromettre là, sa capacité à traiter l'information parce qu'il y avait un bandeau, exemple, là, il y avait un bandeau en haut de page qui changeait constamment, donc ça reprenait la priorité sur la lecture là, du reste de la page. Là. Donc, il y a aussi eu cette préoccupation-là de rencontrer quelqu'un, un test client, là, pour bien saisir cette théorie finalement.
Merci beaucoup. On est là, il y a une main levée, l'Université Laval, puis on retournerait ensuite à une question de Judith de l'Université de Montréal. Donc, DSA Laval. Carré 7 sur votre clavier téléphonique pour prendre la parole. Si vous avez de la difficulté à vous brancher pour prendre la parole, vous pouvez vous débrancher, vous rebrancher avec le numéro 1800. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, à vous la parole. OK, alors, vous pourrez, moi, c'est la même question qu'on avait mis dans le clavardage, là, vous pourrez la supprimer. Alors, on se demandait avec les étudiants qui présentent une déficience auditive, quels sont les accommodements qui leur sont proposés dans un cours à distance? Merci. Bien, la préoccupation par rapport aux gens avec une déficience auditive, là, il y a deux préoccupations principales, c'est-à-dire l'accessibilité aux vidéos, parce que beaucoup de cours en ligne vont avoir des conférences, donc c'est d'avoir accès soit à une vidéo avec sous-titres, sinon au verbatim de cette dite vidéo. S'il n'est pas possible d'avoir des droits pour créer verbatim, parce que ça, la loi a une brèche là-dessus. Là, pour les livres, on a plus de pouvoir que pour les audios. Mais nous, on va contacter, quand on va devant une incapacité, on va contacter les profs pour avoir un texte alternatif, une référence. Ou parfois, les profs vont nous dire, ben, ça servait pour avoir un apport de plus, mais que finalement, on se concentre plus sur telle partie de tel chapitre et ça va faire quand même. Là. Fait qu'on va avoir cette discussion-là. L'autre préoccupation, c'est qu'ils vont avoir pour certains des lacunes importantes au niveau de la syntaxe. Là. Donc, ils vont avoir besoin de soutien à la rédaction. Encore là, nous, à la télé, plusieurs cours vont avoir des travaux qui vont s'échelonner sur plusieurs semaines, là, qui vont aboutir à une rédaction peut-être jusqu'à 30-40 pages. Là. Donc, nous, on va offrir à nos étudiants avec un problème auditif important où on relate cette problématique-là à la rédaction, bien, on va engager quelqu'un pour les soutenir à avoir un regard évaluatif sur leur production parce qu'ils vont faire des phrases tellement particulières que même les outils tel antidote ne sera pas aidant là, pour les aider à faire cette correction-là. Donc, on va avoir besoin de quelqu'un qui va venir en soutien par rapport à ça. Je me permettrai une suite à cette question-là. J'ai eu des étudiants dans le passé qui ont eu qui avaient des troubles de vision, de vue, et j'ai appris qu'on pouvait leur fournir à peu près tous les textes d'un cours en braille. Est-ce que c'est toujours accessible et est-ce que c'est accessible pour l'ensemble de ceux qui sont malvoyants? Mais ça, c'est une question un peu particulière parce que, je vais prendre l'exemple de la TELUC. Nous, il y a des exigences minimales à la gestion informatique qui sont d'emblée sur les sites. Donc, quelqu'un qui aurait, parce que plusieurs gens qui ont un problème de visuel important vont avoir toutes sortes d'outils numériques pour être capables de naviguer là, au niveau des sites, là, mais une certaine partie de ces gens-là n'auront pas été habilités à ça. Donc, chez nous, à la télé, malheureusement, ils vont vivre une discrimination, mais que toute autre personne vit aussi, dans la mesure que les personnes vont revenir aux études, qui a très peu de compétences informatiques, mais il y a un minimum annoncé dans nos cours. Malgré ce minimum, il y a quand même des gens où le livre de référence, ils vont quand même être capables de naviguer dans nos sites qui sont parfois, qui accompagnent une lecture importante. Donc, le livre de base, lui, peut être transmis en version braille. La loi impose qu'un livre qui est fait en braille, peu importe où, je crois, au Canada, parce qu'il y a quelque chose dans la loi qui fait que nous, on s'appelle une compagnie. Si cette compagnie-là, à travers son réseau, le livre existe déjà, il n'y aura pas une deuxième fois un coût. Donc, un livre braille n'est fait qu'une seule fois là, avec la compagnie, en tout cas avec laquelle on fait affaire. Ils ont accès à une base de données, donc il n'y aura pas un coût supplémentaire qui existe déjà. Là, le problème ici, c'est plus à l'inscription du cours. Nous, on travaille avec nos étudiants à nous aviser sur les cours à venir pour qu'on fasse cette recherche-là préalablement pour éviter des délais. Parce qu'une fois qu'ils sont inscrits, ils ont 15 semaines pour finir le cours. Si ça en prend 6 pour trouver le livre en version braille, on a un problème. Donc, c'est ça l'idée aussi d'être préventif plutôt que réactif pour toute la dimension du matériel adapté. Je vous invite à prévoir à vos plans d'intervention cette démarche-là avec l'individu qui peut aussi impliquer les gens qui les accompagnent à faire des choix de cours pour avoir une séquence préalable qui peut toujours se modifier. La vidéo va pouvoir avoir sa réponse. Il y a une personne en ligne qui devrait faire étoile 6 pour activer la sourdine, s'il vous plaît. Ça coupe le son ici. Merci.
Excusez-y. Je terminais en disant que dans le fond, peu importe le modèle de matériel adapté, c'est toujours un beau défi là, dans nos structures. Merci. Je ne vois pas de main levée. J'irai une question de David Laplante. En fait, c'est un commentaire. Nous travaillons actuellement localement sur une trousse pédagogique sous les mêmes modèles que la boîte à outils, mais notre première idée était de collaborer à un outil national. Malheureusement, nous travaillons encore trop en vase clos. C'est un commentaire, mais ça ouvre la porte à une question sur la collaboration entre les maisons d'enseignement, les institutions collégiales ou encore universitaires pour mettre en commun ou mettre en réseau les ressources qui sont développées, connues, utilisées. Est-ce qu'il y a des liens de communication entre les différentes maisons d'enseignement, que ce soit collégial, que ce soit encore universitaire, pour pouvoir partager des savoirs, des savoir-faire, des pistes d'action, des pistes de solutions? Mais à ça, je rappellerai l'existence de l'organisme STADI, qui, entre autres, à l'UQAM, sur leur site, est partagé. STADI est accessible au niveau universitaire là, à plusieurs institutions. Il y a également un site privé libre de droit où les gens, c'est collaboratif sur l'ensemble des stratégies d'apprentissage qui existent aussi. Malheureusement, je n'ai pas la référence devant moi. Et plusieurs institutions ont des outils, des très bons outils. Il y a un livre, entre autres, gratuit qu'on peut télécharger de M. Ruff, là, en Abitibi-Témiscamingue. Il existe vraiment beaucoup de choses déjà disponibles. Mais nous, ce qu'on a remarqué, dans le fond, c'est que le problème, c'est pas d'avoir des outils pour comprendre les stratégies, c'est vraiment de savoir quand est-ce y aller, quoi faire avec. Puis c'est pour ça que nous, notre prochain projet, puis je pense que lui, il ne peut être que particulier à chaque institution. Entre autres, là, nous, on a aussi, dans ce projet-là, une communication avec les étudiants sur un dossier thématique, par exemple, éviter la surcharge cognitive, où on y explique comment les outils disponibles peuvent se moduler pour éviter, parce que nous, ils vont travailler le soir, la fin de semaine, après le bain des enfants. Donc, ils vont souvent être déjà avec un certain épuisement cognitif. Donc, si en plus, lire nos travaux, pas lire nos travaux, mais lire la documentation, le cours complexe, donc nous, on a constaté que le phénomène de surcharge cognitive était très présent chez nos individus. L'individu qui veut savoir des stratégies pour gérer son examen, il va sur Google et il fait examen. Il ne fait pas passer par la plateforme, en tout cas de ce que j'en connais comme mode de fonctionnement des individus. Là. Ils vont direct sur Google et là, ils vont tomber sur un site plus consulté. Il y a toutes sortes d'éléments là-dedans. Donc, n'oubliez pas que la clé est plus les accompagner à utiliser ces outils-là plutôt que de rendre les outils disponibles. Merci beaucoup. Un commentaire ou une phrase d'Andréane de ProfWeb. J'ai préparé un dossier cet hiver sur ProfWeb avec un enseignant-chercheur du Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je pense qu'on avait en principe M. Ducharme qui était inscrit sur notre table aujourd'hui, mais je ne suis pas certain qu'il est là. Et on cherche des exemples de bonnes pratiques. Je me rallie à votre initiative pour faire connaître vos initiatives. Je ne sais pas si ça répondait à une autre question, un autre commentaire précédemment, mais Andréane, est-ce que vous pourriez juste nous parler un peu de cette recherche-là ou de ce qui pourrait vous aider comme intrant? On a plusieurs personnes autour de la table qui pourraient possiblement vous contacter éventuellement. Andréane, si vous êtes toujours là. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Bonjour. En fait, je suis en réflexion avec un enseignant-chercheur du CRISPES, Paul Turcotte, parce que l'année passée, j'ai travaillé sur, il y a un site qui a été mis en ligne qui explique les grandes lignes de la CUA. Mais un des problèmes, je l'ai mentionné dans le clavardage, c'est que malgré l'intérêt qu'on ressent dans le réseau collégial pour les approches inclusives, je pense qu'un défi, ça reste de transposer cette théorie-là en pratique concrètement dans les classes ou dans un environnement virtuel en formation à distance. Puis, il y a certaines questions, notamment tantôt, qui ont été posées pour les étudiants qui auraient des déficiences visuelles ou auditives. Donc, je pense que les enseignants sont de plus en plus conscients qu'il y a des approches qui sont plus favorables pour soutenir la réussite des étudiants qui présentent des handicaps, mais qui ne savent pas nécessairement toujours comment le faire.
Donc, nous, ce qu'on aimerait beaucoup mettre en place, là, c'est de savoir un petit peu ce qui se passe dans les établissements. Est-ce qu'on a des exemples de bonnes pratiques d'enseignants qui mettent en place des approches concrètes, là, que ce soit très pratico-pratique pour les enseignants? Donc, c'est un peu l'objectif qu'on cherche à atteindre avec ce dossier qui est encore en réflexion pour l'instant, mais qu'on aimerait beaucoup présenter à l'hiver. Bon, puis si autour de la table, il y a des gens qui peuvent contribuer, est-ce que vous avez fait un appel de contribution? Si vous me permettez, l'Université Laval a déjà sur son site là, beaucoup d'informations et des témoignages d'enseignants sur ce sujet. L'Université de Montréal, à ma connaissance, a une conseillère pédagogique attitrée uniquement à ce sujet. Je sais qu'elle a changé, là, mais parce qu'il y a ça à l'Université de Montréal. Nous, ici, comme je vous disais tantôt, il y a eu une préoccupation à former les gens sur cette question. Donc, ça avance quand même, ce sujet-là, un peu sous le radar, que je dirais, là, mais ça avance quand même. Puis la clé là-dedans, c'est la diversité. Diversité des outils de communication, diversité des outils d'apprentissage, des outils des textes. Je pense que là-dessus, la principale clé, c'est la diversité. Michel, Mme Raymond. Oui, Julie Raymond, dernière intervention probablement. Julie, à vous. Carré 6 sur votre clavier téléphonique, Mme Raymond. Oui. Oui. Excusez-moi, voilà. je me suis enfargée dans mon clavier. Vous en prie. Oui, alors en fait, c'est qu'on parle beaucoup de ressources disponibles à l'université, etc. Je trouve ça absolument fantastique. Mais je me dis que le maillon entre les deux, le collégial, non seulement va falloir qu'on en toute humilité, il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchisse à mettre justement des pratiques concrètes dans nos classes pour aider les étudiants en difficulté. Mais je me dis qu'aussi, on devrait se positionner stratégiquement. Justement, nous sommes la première instance avant l'université. Il faudrait peut-être réfléchir à une façon où on pourrait être ce lien-là pour pas que, rendu à l'université, il soit nécessaire de recommencer à zéro, puis de retourner à la gestion du temps ou comment prendre des notes. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire. En fait, c'est un appel un peu maladroit à la collaboration et à essayer de mettre les blocs dans le bon ordre pour que ça soit une progression logique. Merci. Avec une certaine continuité selon les ordres d'enseignement aussi. Exactement. Dernier commentaire là-dessus, Denis? Bien, là, je ne sais pas si c'est rendu, là, mais il y avait eu un affichage là, au niveau ministériel pour avoir une personne qui travaille sur le dossier de l'application d'un plan d'action postsecondaire là, qui incluait la transition. Les gens du CCSI sont déjà préoccupés sur le sujet. Les gens de l'AQSEJ sont aussi préoccupés par ce sujet-là. Encore là, il y a comme pas d'instances qui peuvent prendre le relais, puis plein de cégeps ont aussi des ateliers. Là, moi, je travaillais anciennement, il y avait des ateliers, mais c'était surtout fait aussi par des programmes de tutorat et de parrainage par les associations étudiantes. Il existe plein de choses, mais cette dimension-là de la prise de notes, elle va prendre une particularité au collégial et elle va aussi prendre une autre particularité au niveau universitaire. Et même au niveau universitaire, entre le premier et le deuxième cycle, il va y avoir une nuance même sur ce propre sujet-là. Et l'apprenant autonome, qui a beaucoup d'autorégulation, on va arriver à nuancer ces éléments-là. Mais c'est pas parce qu'il les a nuancés à un moment qu'il ne pourra pas les nuancer à un autre moment. Alors, quand je travaillais à l'Université de Montréal, j'ai eu beaucoup d'étudiants, même au doctorat, qui avaient besoin d'accompagnement sur ce sujet. Malheureusement, je reviens avec la dimension je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'accompagnement, parce que l'outil mis à la disposition de l'étudiant, il en est en contact avec des outils, il a juste la misère à comprendre quoi faire avec. Ce mot accompagnement est probablement le mot-clé de ce qui ressort de ce qui a été dit aujourd'hui, avec la volonté de communiquer aussi avec tous et chacun. Je remercierai tous ceux qui ont participé et de vive voix et par le chat. Denis, ça a été un cadeau, je pense, pour plusieurs aujourd'hui de pouvoir partager cette courte heure avec vous. Il y a eu beaucoup de matériel qui a été partagé. Votre présentation PowerPoint va être disponible évidemment aussi. Ça a été une heure qui a été profitable, je pense bien, pour tous, autant qu'on est autour de la table.
Je vous en remercie grandement. Alain, je te laisserai le mot de la fin. On a dépassé tout petit peu notre heure. Je te laisserai le mot de la fin pour attacher ces dernières ficelles. Oui, ben, c'est un des clavardages les plus riches qu'on a vu. Denis, dans le clavardage, il y a eu carrément presque la mise en place d'une corporation collégiale sur le sujet. Ils ont fait leur première assemblée générale annuelle qui a été président du directeur général. Ça devrait avoir le PV bientôt. Pour faire blague, pour tout le monde qui est autour de la table, qui veulent obtenir de l'information, qui veulent faire circuler l'information, qui veulent avoir des contacts, qui veulent être en mesure de réseauter, abuser du REFAD, contactez-nous, refad@sympathico.ca. On va se faire un plaisir de vous mettre en contact avec n'importe quelle personne qui est autour de la table aujourd'hui. Un gros merci à Denis pour l'excellente rencontre, table d'échange aujourd'hui. C'était très riche en informations. Je remercie les participants de leur interaction. Absolument, absolument. Alors, on vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, et comme je l'ai indiqué dans le clavardage à plusieurs reprises, si vous voulez obtenir le document de présentation, le clavardage intégral qui était extrêmement riche, et l'archive vidéo de la rencontre, vous nous contactez à refad@sympathico.ca, et je te laisse le mot de la fin, Denis. Soutien. Au revoir. Un gros merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. C'était une excellente réunion. Au revoir. Salut bien, au revoir. Au revoir.